Lorsque j'ai réalisé l'épisode consacré au Crétacé, en fin d'épisode, au moment où j'entame la partie dédiée à l'extinction, je me suis focalisé uniquement sur la chute de la météorite. Et depuis, je m'en mords un peu les doigts. Et ça n'a pas loupé. Certains d'entre vous m'ont fait remarquer, et ce à juste titre, que je n'avais pas mentionné les traps du décan. En effet, à cette époque, je ne voulais pas dépasser les 15 minutes de vidéo. Aussi, j'ai complètement zappé cet épisode de volcanisme intense qui a eu une grande importance au cours de la crise Crétacé-Paléogène. Ou comme on disait il y a encore quelques années, la crise Crétacé-Tertiaire, la crise KT. KT, si vous vous demandez pourquoi un K, c'est parce que ça vient de l'allemand, Kreide-Tertiaire. Bref, vous l'aurez compris, nous allons au cours de cet épisode remédier à cet oubli et revenir sur la 5e des grandes extinctions. Mais avant tout, changeons de contexte. Passons du froid interstellaire à une ambiance un poil plus chaude. Voilà qui est mieux. Allez, go! La météorite qui s'est écrasée voilà 66 millions d'années dans le golfe du Mexique, aux abords de la péninsule du Yucatan, et qui a creusé le cratère de Chicxulub, a fait et continue à faire couler beaucoup d'encre. Néanmoins, dans la communauté scientifique, tout aussi bien qu'au sein du grand public, il y a consensus pour la désigner comme étant la seule et unique responsable de cette crise. Et il est plus vraisemblable de penser qu'il ne s'agit pas d'un seul phénomène, mais d'une série d'événements qui délimitent l'ère mésozoïque de l'ère cénozoïque, mettant fin au passage au règne des dinosaures non aviens et à un bon nombre d'autres animaux, reptiles volants, marins, ammonites, pour n'en citer que quelques-uns. Dans un premier temps, posons-nous la question, qu'est-ce qui définit la limite entre le mésozoïque et le cénozoïque? Ou plus exactement, qu'est-ce qui définit la limite entre le Crétacé et le Paléogène? Le Paléogène est la première période du Cénozoïque, l'ère actuelle. Elle s'étend en chiffre rond de 66 à 23 millions d'années et comprend le Paléocène, l'Éocène et l'Oligocène. C'est le début de ce que l'on appelait autrefois le Tertiaire. Sachant qu'il n'est pas vraiment possible de dater précisément la disparition des dinosaures, étant donné la rareté des fossiles, on utilise plutôt des microfossiles de plancton, et particulièrement les foraminifères, de tout petits animaux unicellulaires à coquilles de calcaire, qui ont été très affectés par la crise. La limite Crétacé-Paléogène, ou KPG, a été définie grâce à eux, et à d'autres fossiles dans les sédiments d'El Kef, en Tunisie. Sur ce site, on y voit l'extinction des foraminifères et des signes de perturbation de l'environnement. Initialement, ces sédiments sont des marnes, des roches constituées de calcaire et d'argile. Or, à la limite Crétacé-Paléogène, les calcaires disparaissent brusquement, et il ne reste qu'une couche millimétrique d'argile. Une couche d'argile contenant des sphérules de verre, des toutes petites billes de verre, et une anomalie, de l'iridium, un métal très rare sur la planète, et cependant assez courant dans les météorites métalliques ou autres astéroïdes. L'iridium, vous l'aurez compris, provient de la météorite et les sphérules sont des gouttes de roche fondue éjectées lors de l'impact. Puis au-dessus de cette mince couche d'argile, le calcaire refait progressivement son apparition. Cependant, outre El Kef en Tunisie, quelques autres sites semblables existent ailleurs dans le monde, dont celui de Bidart en France, sur la côte basque, et ceux de Caravaca et de Zumaya en Espagne. C'est ainsi que la thèse de l'impact fut étayée. Bon, pour plus de détails, je vous renvoie vers l'épisode en manque de traps. Et en parlant de traps, bien que la théorie de l'impact soit avérée, ce n'est pas une raison de rejeter celle des traps du décan. Effectivement, on connaît les effets dévastateurs que les éruptions volcaniques peuvent avoir. Prenons pour exemple un volcan émettant des laves basaltiques. La plus importante éruption que l'on connaisse est celle du Laki, en Islande. Elle a duré 9 mois,
du 8 juin 1783 au 7 février 1784. Une fissure de 25 km de longueur s'est ouverte et l'on a dénombré pas moins de 115 cratères. À eux tous, ils ont émis 15 km3 de lave recouvrant une surface de 565 km², ainsi que 122 mégatonnes de dioxyde de soufre. Ce gaz, au contact de l'eau atmosphérique, se transforme en gouttelettes d'acide sulfurique. Des gouttelettes qui font obstacle au rayonnement solaire, entraînant ainsi un refroidissement de la basse atmosphère. Ce phénomène a provoqué une absence d'été dans toute l'Europe, de mauvaises récoltes et une surmortalité évaluée à 200 000 personnes. En Islande, 10 000 personnes ont été tuées, soit un quart de la population. Aussi, concernant les trappes du Décan, pour se faire une petite idée, il faut imaginer des coulées de lave semblables à celles d'Hawaï, mais sur un territoire au moins aussi grand que la France métropolitaine, pour rappel, environ un demi-million de kilomètres carrés, et ce, pendant des centaines de milliers d'années. Bref, un chiffre incommensurable. Sans compter qu'une partie de ces épanchements a eu lieu sous la mer, où leur quantité ne peut pas être évaluée. De plus, il faudrait également prendre en compte les roches volcaniques érodées et les intrusions de magma souterraines. En bref, ce n'est pratiquement pas quantifiable. Au fait, le mot traps est un mot suédois signifiant escalier. Et il n'y a qu'à regarder, enfin tout au moins si je trouve l'image adéquate, il n'y a qu'à regarder certaines coulées de lave, visqueuses en l'occurrence, pour s'apercevoir qu'en refroidissant, la nappe de lave se fige. La coulée se poursuivant, elle s'étale au-dessus de la nappe solidifiée. Bref, vous l'aurez compris, le phénomène se reproduit inlassablement, formant ainsi un relief en escalier. Autre chose, on ne parle pas de lave, mais des laves, car nous connaissons deux types de lave. D'une part la lave fluide, issue des volcans dits effusifs, et la lave visqueuse, issue des volcans explosifs. Et sur le plateau du Décan, eh bien, ce sont les deux types de lave qui ont été éjectés. Un sacré spectacle. Puisque la lave, une fois solidifiée, est une roche basaltique, nommée basalte. Au sujet des trappes du Décan, je me base sur l'étude d'Anne-Lise Chenet, Vincent Courtillot et al., publiée en plusieurs articles à la fin des années 2000, qui fait un large usage du paléomagnétisme. Les auteurs ont discerné 30 épisodes éruptifs majeurs ayant émis chacun entre 800 et 16 000 km3 de lave, ainsi que des dizaines de gigatonnes de dioxyde de soufre. Et ces flux, bien supérieurs à ceux du Laki, s'étalaient sur des périodes estimées de 10 ans à un siècle pour chaque épisode. La présence d'acide sulfurique dans l'atmosphère a dû très certainement provoquer des pluies acides qui ont ensuite acidifié les mers et les océans. Ce qui fut fatal aux organismes à coquilles en calcaire, car il s'ensuivit une dissolution des carbonates, les minéraux constituant en partie les coquilles de ces pauvres mollusques bivalves. Une autre conséquence des éruptions a été le rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, entre 10 et 220 gigatonnes par épisode. Les refroidissements causés par les gouttelettes d'acide sulfurique ont été ensuite suivis par des réchauffements plus durables, dus au rejet de dioxyde de carbone. A noter que l'impact de Chicxulub a aussi pu émettre du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, mais pas de dioxyde de carbone. Quoi qu'il en soit, ces épisodes éruptifs ont été séparés par des périodes de quiescence durant lesquelles... Quiescence, c'est du langage scientifique pour dire tranquillité, quiétude, tranquillité, calme. Ben oui, ils ne sont pas frappés 8 ans d'études pour parler comme le commun des mortels quand même, tout de même. Bref, où en étais-je? Je disais donc que ces épisodes éruptifs ont été séparés par des périodes de quiescence, durant lesquelles il n'y a pas eu d'éruption. On sait que les éruptions ont duré environ 750 000 ans, mais elles se concentrent sur 3 phases. Et la crise de la fin du Crétacé s'est produite durant la seconde phase, qui était la plus importante. On constate une élévation de la température de 4 degrés dans les océans et de 8 degrés sur les continents, imputable au CO2.
Le déroulement de la crise est visible en Inde, notamment dans les carrières de Rajamundry. Elle se trouve dans la province de l'Andhra Pradesh, du côté du golfe du Bengale. D'énormes coulées de lave en provenance des Traps, situées plus au nord-ouest, ont atteint cette région durant la phase 2, puis la phase 3. Entre ces deux phases, séparées peut-être de 300 000 ans, des sédiments ont été déposés par la mer. Ils comportent les tout premiers fossiles de foraminifères planctoniques du Paléocène, dont l'opportuniste Gunbelletria cretacea. Non content de survivre à la crise, ce foraminifère s'est développé de manière invasive. À 75 km à l'est de Rajamundry, dans le bassin de Krishna Godavari, des forages ont été effectués par une compagnie pétrolière. 4 méga-coulées de lave sont séparées par 5 à 15 mètres de sédiments, dans lesquels on peut voir non seulement la disparition des espèces de foraminifères planctoniques, mais aussi la dissolution des carbonates due à l'acidification de l'eau. Notez que cet effet est également observable sur le site de Bidart, en France. Toujours est-il qu'entre la météorite de Chicxulub et les trappes du Deccan, deux phénomènes aujourd'hui irréfutables, l'idée d'une coïncidence entre les deux catastrophes commence à se répandre. Mais comme les scientifiques n'aiment pas beaucoup l'idée qu'un tel hasard puisse se produire, certains ont supposé que l'impact de la météorite aurait déclenché des éruptions grâce aux ondes sismiques qu'elle a créées. Et cela ne semble pas impossible. Au Japon, en 1707, le grand tremblement de terre de Hoei a été suivi 49 jours plus tard par une éruption du mont Fuji. Par ailleurs, des expériences menées en 2015 par un certain Atsuko Namiki ont tenté d'expliquer ce phénomène. Cependant, comment le secouage de la Terre par l'impact de Chicxulub aurait-il pu provoquer une succession d'éruptions étalées sur plusieurs millénaires ? Eh bien, figurez-vous, concernant ce point, dans une étude récente, de février 2019, les auteurs présentent une explication intéressante. Une explication selon laquelle l'impact météoritique ayant eu lieu à Chicxulub aurait par propagation des ondes sismiques déstabilisé le panache de magma dans le manteau supérieur, sous la croûte terrestre, panache qui alimentait les traps. Cette bousculade sismique aurait amplifié l'activité volcanique des trappes du Deccan. Mais selon cette étude, cette conséquence n'aurait finalement eu lieu qu'après la limite Crétacé-Paléogène. Bien que de nouvelles études nous apportent de nouvelles informations, la chronologie exacte des événements demeure encore un mystère. Cependant, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu un seul épisode éruptif, mais 3, étalés sur 750 000 ans. Et si c'était vraiment une simple coïncidence entre deux catastrophes de nature très différentes, les effets de l'impact de Chicxulub ont été violents mais brefs. Les poussières éjectées auraient provoqué une nuit totale pendant quelques mois, puis un refroidissement de quelques années. Quant aux effets des éruptions du Deccan, bien que moins spectaculaires, ont affecté l'environnement bien plus longuement, durant quelques siècles ou millénaires pour chaque épisode volcanique. Et il y en a eu 3, étalés sur 750 000 ans. Et bien voilà pour les trappes du Deccan. On ne peut donc plus douter de l'effet destructeur de la météorite de Chicxulub. Mais sachant que les traps de Sibérie sont à l'origine de la crise Permien-Trias, on sait donc que les éruptions volcaniques sont aussi capables de créer des ravages. Et durant la crise Permien-Trias, il n'y a pas eu de chute de météorites. En tout cas, les extinctions de masse sont des phénomènes très complexes. Autre chose, n'étant pas un spécialiste des différents types de lave, il est fort probable que les images illustrant mes propos ne soient pas exactement représentatives des laves auxquelles je fais allusion. Bon, on va pas trop chipoter non plus, hein. Voilà, j'espère avoir apporté quelques éclaircissements sur ces fameux traps du Deccan et que cet épisode orienté géologie vous aura intéressé. Si tel est le cas, vous connaissez la chanson, likez, partagez, commentez, tout ça. C'est important pour le référencement. Croyez-moi, c'est très important pour moi. Je tiens à remercier chaleureusement Erika Verel, rédactrice du site actugéologique.fr, qui est à l'origine de l'écriture de cet épisode. Aussi, si vous avez aimé, je vous invite à découvrir son site internet sans tarder.
vous y trouverez une réelle source d'informations géologiques et paléontologiques. Comme toujours, un énorme merci à tous les contributeurs utilisant Tipeee et Utip. Voilà, je ne vous ennuie pas plus. Et sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.